Soyez les bienvenus. Je suis le professeur Mohamed Tissafi Idrissi de la faculté des sciences de Marrakech, de l'Université Qadi Ayad du Maroc. Je vais vous présenter ici le cours de probabilité et de statistique. Bien évidemment, bien que ce titre est composé, il contient le mot probabilité et le mot statistique, les probabilités ne vont pas nous concerner en tant que telles, mais on va tout simplement les développer pour le besoin des statistiques. D'ailleurs, même l'introduction d'un certain nombre de notions de probabilité, on va les faire au fur et à mesure en fonction de nos besoins en matière de statistiques. On va donc commencer par un premier chapitre, introduction et motivation. Alors, bien évidemment, je crois que les deux termes dans ce chapitre veulent tout dire. Nous allons essayer un petit peu d'attirer la curiosité des étudiants pour voir quels sont les différents sujets que nous allons traiter dans ce chapitre. Alors, dans un premier paragraphe, nous allons faire statistique et statistique, donc la distinction essentielle entre le mot statistique au pluriel et le mot statistique au singulier, parce que généralement, il y a une confusion à ce niveau-là. Par la suite, nous allons nous intéresser aux différents types de données, parce que de toutes les façons, qui dit statistique, dit traitement de données, et les données sont donc la base de tous travaux en statistique, et nous allons donc essayer de faire le point sur les différents types de données et donc les différents traitements qui lui sont favorables. Par la suite, et de toutes les façons, sans ceci, il n'y aura pas de statistiques, on traitera les variabilités de données, la chose qui deviendra plus claire par la suite. Alors, à commencer par le premier paragraphe, statistique et statistique. Le mot statistique se réfère aux données relatives à certaines caractéristiques associées à un ensemble d'individus, d'objets ou d'activités. Donc, c'est tout simplement une série de données qui va reporter, si vous voulez, une mesure sur une caractéristique, comme je viens de l'expliquer, relative à un individu, un objet ou un pays ou même une activité. Ces caractéristiques peuvent être l'âge d'un individu, son sexe, la couleur de ses yeux ou la durée de vie d'une ampoule électrique. Donc, ceci n'est pas une liste exhaustive d'exemples de caractéristiques, on peut en citer énormément. Par exemple, on peut aussi parler de nombre de piles réalisées dans une dizaine de lancers d'une pièce. Donc, ceci n'est qu'un certain nombre d'exemples. Le nombre d'appels téléphoniques reçus par un standard en une journée, ou encore le taux de croissance économique annuel réalisé par un pays. Ce sont deux autres exemples de caractéristiques auxquelles on peut s'intéresser dans un problème d'étude statistique. En l'absence d'un certain nombre de précautions, on peut faire dire aux statistiques ce que l'on veut. Donc, finalement, ces précautions, c'est celles que nous allons développer dans ce cours, justement, pour ne pas tirer de manière hâtive des conclusions à partir d'une série de données. Un exemple qui va illustrer ceci, c'est que dans une ville, le nombre d'accidents pendant une année impliquant les motos est 7028, alors que celui impliquant des bicyclettes est 427. Peut-on dire qu'on est plus en sécurité à bicyclette? Apparemment, ces deux chiffres le suggèrent, mais sans aucune précaution, est-ce qu'on peut tout simplement arriver à cette conclusion? Alors, la réponse à cette question n'est pas si évidente, car on ignore d'abord le nombre de motos et celui des bicyclettes en circulation. Moi, je crois que nous convenons tous que sans ces deux données,
nous ne pouvons pas comparer ces deux chiffres de manière absolue, mais il faut les relativiser. Il faut connaître combien on a de bicyclettes et de motos en circulation pour pouvoir déterminer les proportions et arriver à comprendre et pas à décider qu'on est plus ou moins en sécurité à bicyclette qu'en moto. Même en prenant toutes les précautions possibles, les statistiques suggèrent et orientent en général. Elles ne peuvent rien prouver. De toutes les façons, c'est ce que je ne vais pas arrêter de dire dans ce cours, nous ne pouvons pas, tout simplement sur la base d'un certain nombre de chiffres, tirer des conclusions et dire qu'à travers ces statistiques, nous prouvons quoi que ce soit. Mais nous ne pouvons dire que nous suggérons, ou les données plutôt suggèrent qu'on a telle ou telle conclusion à en tirer. Alors un exemple. Un journal prétend qu'une étude sérieuse a révélé que parmi les cancéreux, 30% mangent régulièrement une salade. Peut-on dire que la salade combat le cancer? De toutes les façons, je crois que cette question ne s'est même pas posée dans ce journal, puisque de toutes les façons, c'est ce qu'il suggère. Le fait de parler que 30% des gens qui sont cancéreux mangent une salade, ça veut dire que si on mangeait une salade, on a 70% de chances de ne pas être atteint par le cancer. C'est une révélation, c'est une suggestion, mais de là à dire qu'il y a une relation de cause à effet, je crois que c'est aux spécialistes d'approfondir cette étude et de voir quels sont éventuellement les produits dans la salade qui peuvent diminuer le risque d'attraper un cancer ou éventuellement combattre le cancer. Mais en se basant uniquement sur ces données, je crois qu'il nous est pratiquement impossible d'établir ce fait. On peut rajouter un exemple qui est lié à celui-là et dire par exemple que dans une population, 60% qui sont atteints par un cancer de la gorge sont des hommes. Et donc, arriver à la conclusion que les hommes sont plus exposés à un cancer de la gorge que les femmes. C'est possible. C'est possible. En poussant l'étude de manière un peu plus approfondie. Mais nous ne pouvons pas tout simplement attribuer cette différence au sexe et dire que parce qu'on est un homme, on a plus de risques d'avoir un cancer de la gorge et parce qu'on est une femme, on a moins de risques. Il faut aller un peu plus loin et chercher quelles sont les causes. Peut-être que parmi la population des hommes, il y a plus de fumeurs. Si on peut aussi établir qu'il y a une relation entre fumer et attraper le cancer de la gorge, mais ceci se fera pas uniquement par un statisticien, mais avec la collaboration d'autres spécialistes dans le domaine à l'étude. À ce stade, ceci n'est qu'une suggestion. Une réponse catégorique nécessite une étude approfondie par des spécialistes pour établir une véritable relation de cause à effet, que ce soit dans l'exemple de la salade ou dans celui du cancer de la gorge ou dans d'autres exemples. Il faut tout simplement, si vous voulez, arriver à une conclusion à partir des données, mais de là à affirmer la relation de cause à effet, c'est au-delà de nos moyens en tant que statisticien. La statistique se réfère à l'ensemble des méthodes scientifiques utilisées pour collecter des données, les analyser et interpréter les résultats de cette analyse. Alors, si dans la première partie, nous avions parlé des statistiques au pluriel en tant que série de données et comment on peut les utiliser pour tirer hâtivement des conclusions, là, nous allons présenter plutôt la méthodologie scientifique ou l'ensemble des méthodes scientifiques qui vont permettre d'arriver à ces conclusions en cernant plus ou moins les risques d'erreur. Et alors, non seulement nous allons trouver les moyens d'analyser les données, mais aussi comment les collecter et par la suite comment tirer des conclusions à partir de ces données une fois analysées.
On peut donc distinguer essentiellement deux types de méthodes. Les méthodes dites descriptives et les méthodes dites inférentielles ou inductives. Et je crois que ce soit le mot descriptive ou inductive, ils veulent tout dire, puisque après tout, les méthodes descriptives consistent simplement à prendre les séries de données brutes telles qu'elles sont, essayer de les arranger d'une façon ou d'une autre pour en tirer le maximum d'informations qu'elles peuvent donner et non pas de l'information extra qui n'est pas contenue dans ces données. Pour ce qui est des méthodes inférentielles ou inductives, alors là, c'est un petit peu au-delà de l'analyse de ces données, mais essayer de mettre de l'induction ou de l'inférence à propos d'une population un peu plus large que les individus concernés par ces données, comme on va l'expliquer après. Alors, le premier type concerne la description d'une série de données en les regroupant, en les présentant sous forme pratique et exploitable. Donc, tout ce qui va nous concerner ici, c'est tout simplement prendre ces données telles qu'elles sont, mais essayer de trouver le moyen de les présenter de telle sorte qu'il est plus facile de voir qu'est-ce qu'elles nous donnent comme information à propos de la caractéristique qui mesure. Et donc, ça va se limiter essentiellement à des tableaux et des graphiques, bien évidemment, pour en tirer des conclusions. Et les statistiques descriptives ne se limitent pas qu'à des présentations des données sous forme de tableaux et de graphiques de manière générale, mais il y a d'autres moyens de les regrouper, genre par exemple la moyenne de ces données qui peut révéler des choses qui ne sont pas révélées dans les données de manière dispersée ou d'autres paramètres que nous allons voir plus tard. Alors, le deuxième type considère ces données comme des mesures d'une caractéristique sur un groupe d'individus faisant partie d'une population beaucoup plus large et tente d'étendre les conclusions tirées à propos du groupe à la population. Je peux illustrer ceci par un exemple. On peut être concerné par la proportion de personnes atteintes par une maladie dans une population. Donc l'objectif, c'est d'arriver à cerner ce paramètre qui est en général inconnu. Et donc, pour avoir une idée sur cette proportion, nous pouvons prendre un sous-groupe d'une certaine manière convenable que nous voyons plus tard et essayer de déterminer la proportion dans ce sous-groupe de malades et à partir de là, avoir une petite idée dans la mesure du possible de la proportion des malades dans la population globale. Donc finalement, comme il est dit ici, le travail se fait sur un groupe réduit, mais le but de la conclusion, c'est de la généraliser à une population beaucoup plus large, et ceci ne va pas sans risque d'erreur, puisque le travail ne se fera pas sur toute la population, mais plutôt sur un groupe réduit, et nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème plus tard, quand on aura développé suffisamment les moyens de cerner ces erreurs. Bon, type de données. Bien évidemment, il est clair que toute étude statistique se fera sur la base de données. Et donc, nous sommes emmenés à caractériser ces données, à les répartir sous forme de différents types pour développer des méthodes appropriées pour chaque type de données. Alors, les données, elles peuvent être numériques. Je crois que nous comprenons tous ce qu'on entend par numérique, ça veut dire des chiffres ou des nombres de manière générale. Alors, comme exemple, l'âge d'un individu, qui est un nombre, le poids d'un individu, qui est aussi un nombre, le nombre d'enfants, qui est aussi un nombre, et ceci n'est pas une liste exhaustive, la durée de vie d'une ampoule est un nombre. Elles peuvent être catégoriques. Alors, les exemples, c'est
sexe, couleur des yeux, catégorie socio-professionnelle, éventuellement groupe sanguin. Alors, qu'est-ce qui différencie les données catégoriques des données numériques? Comme on le voit ici, si les données numériques, les données sont des chiffres, pour les données catégoriques, les données sont une parmi plusieurs catégories. Pour le sexe, c'est mâle, femelle. Pour la couleur des yeux, c'est certainement noir, vert et ainsi de suite, châtain. Pour les catégories professionnelles, ouvrier, cadre, patron et ainsi de suite. Donc, je crois que l'essentiel, c'est de voir quelle est la différence essentielle entre les données numériques et les données catégoriques. Un exemple que nous allons utiliser assez fréquemment ici, c'est une pièce de monnaie. Donc, la donnée que nous allons obtenir, c'est soit pile, soit face. Ceci n'est pas un nombre, c'est plutôt une catégorie. Alors, les données catégoriques peuvent être transformées artificiellement en données numériques à travers un codage. Donc, comme nous allons le voir par la suite, bien que les données sont réparties en grosso modo deux catégories, numériques et catégoriques, on va ramener tout au numérique à travers un codage artificiel en remplaçant une catégorie par un nombre, comme on va le voir dans l'exemple. Alors, dans la lancée d'une pièce, on peut remplacer pile par 1 et face par 0. Donc, c'est un codage. Rien n'empêche de remplacer pile par 1 et face par moins 1, par exemple. Mais nous allons voir que ce type de codage va être utile par la suite pour la signification d'un certain nombre de quantités que nous allons rencontrer. Nous pouvons prendre un exemple qui est assez courant, c'est celui d'un dé, un cube. En général, de manière naturelle, les faces d'un cube sont représentées par des chiffres de 1 à 6, soit à travers des petits trous, soit à travers des nombres carrément, donc de 1 à 6. Et ceci n'est pas du tout, si vous voulez, une caractéristique numérique, mais c'est plutôt tout simplement une codification, un codage qui va nous permettre de reconnaître telle ou telle face une fois le cube est lancé. Alors, les données numériques sont dites discrètes quand l'ensemble des valeurs possibles est fini ou infini, dénombrable. Donc, nous avions déjà distingué entre les deux types de données catégoriques et numériques, mais là, même au sein des données numériques, nous allons différencier entre ce qu'on peut appeler données discrètes et donc la caractérisation de ces données discrètes, c'est que l'ensemble des valeurs possibles est fini ou infini, mais dans le cas où il est infini, elle est dénombrable. Alors, un exemple, c'est le nombre d'enfants dans une famille. Donc, le nombre d'enfants dans une famille, c'est une donnée qui va varier de 0 à un nombre maximum d'enfants dans une famille, dans un pays donné. Nombre de lancers nécessaires pour observer pile. Alors, si je prends une pièce de monnaie et je me mets à la lancer, le nombre auquel je vais m'intéresser ici, c'est le nombre de fois que je vais lancer cette pièce de monnaie jusqu'à l'obtention de pile. Donc, nous pouvons convenir que ce nombre-là, il pourrait être 0, il peut être 1, il peut être 1, il peut être 2, il peut être 3, il peut être 4. 1, quand j'obtiens pile dès la première fois. 2, si j'obtiens d'abord face, puis après pile, et ainsi de suite. Donc 10, par exemple, quand j'obtiens 9 faces auparavant, puis la deuxième lancée me donne pile. Mais bien que ce nombre-là apparemment est un nombre entier, je ne peux pas prétendre qu'il ne peut pas dépasser 20 ou 30 ou 50. Tout dépend d'abord de la structure de la pièce et des chances auxquelles nous allons nous intéresser plus tard. Un troisième exemple, c'est le nombre d'appels téléphoniques reçus par un standard en 24 heures. Donc, nous avons un standard téléphonique, il y a des appels téléphoniques qui arrivent à ce standard, et donc le nombre auquel nous nous intéressons, c'est le nombre d'appels pendant une période limitée de 24 heures. Bien évidemment,
ce nombre d'appels va dépendre de l'importance du standard et, si vous voulez, de l'importance de la société dans laquelle se trouve ce standard, si ce standard est dans une société. Mais nous ne pouvons pas dire que ce nombre-là dépasse telle ou telle valeur, mais nous pouvons dire quand même que le nombre d'appels téléphoniques, c'est un nombre entier, donc il sera 500, 317, 17 000, peu importe, mais ça sera un nombre entier. Donc, il est soit fini, mais dans le cas où il est infini, chose qui n'est pas réaliste, il pourrait être à la limite dénombrable. Alors, les données numériques, quand elles ne sont pas discrètes, elles sont dites continues. C'est l'ensemble des valeurs possibles et un intervalle. Alors, la durée de vie d'une ampoule électrique, c'est une donnée continue. Pourquoi elle est continue? Tout simplement parce que si on prend deux ampoules et on observe leur durée de vie, rien ne peut dire qu'une troisième ampoule n'aura pas une durée de vie intermédiaire entre ces deux valeurs. Et de ce fait, il n'y a pas de durée de vie isolée, mais il y a un continuum, il y a tout un certain nombre de valeurs possibles dans un intervalle. Même chose pour la pesée du poids d'un corps. Si vous prenez un corps, bien évidemment, son poids, c'est un nombre fixe, il ne change pas. Mais le fait que nous allons approcher ce poids par une pesée, ça veut dire qu'il y a des incertitudes qui sont impliquées, et donc la répétition des mesures va varier d'une mesure à l'autre, et que ces différentes mesures vont balayer une sorte d'intervalle, et nous ne pouvons pas dire qu'une certaine valeur entre deux est exclue de ces valeurs possibles. Alors, il arrive que les données soient relatives à deux ou plusieurs caractéristiques simultanément. Donc, si, dans les exemples que nous avions vus jusqu'à maintenant, nous nous intéressons à une seule caractéristique, il y a des exemples où on peut avoir plusieurs caractéristiques à la fois. Alors, premier exemple, c'est celui de l'âge et du poids d'un individu. Nous voyons ici qu'une donnée se présente alors sous forme d'un couple pour cet exemple, mais pour d'autres exemples, il peut se présenter sous forme d'un énuple, c'est-à-dire d'un vecteur qui contient plus de deux coordonnées. On parle de données bivariées ou multivariées. Pour l'exemple de l'âge et du poids, nous avons des données bivariées, mais nous pouvons, par exemple, au lieu de nous intéresser à l'âge et le poids d'un individu, ajouter une troisième caractéristique, genre, je ne sais pas, caractère génétique. Et donc, nous aurons trois variables à la fois à laquelle nous nous intéressons sur le même individu, et donc les mesures, on en aura trois pour chaque individu, et donc ce sera plus que bivarié, ce sera multivarié. Alors, variabilité des données. C'est, après tout, le problème qui se pose pour qu'on fasse appel aux statistiques, parce que si les données n'étaient pas variables, pas besoin de faire appel aux statistiques. Alors, pour un exemple, si nous voulons vérifier l'efficacité d'un médicament, un seul patient n'est pas suffisant, car l'effet varie d'un patient à un autre. Alors là, je crois que je ne vous apprends rien, et il n'est pas suffisant de prendre tout simplement un seul patient, lui donner le médicament, et en se basant sur les résultats, arriver à la conclusion pour dire par exemple que le médicament n'est pas bon s'il n'a pas aidé ce patient à guérir, ou bien qu'il est excellent si ce patient a guéri assez vite, parce que ça pourrait tout simplement être lié à certaines circonstances, et que si on refait cette même expérience avec un autre patient, le résultat risque d'être inversé complètement. Alors, pour déterminer avec une certaine précision la longueur d'une table, une seule mesure n'est pas suffisante à cause de l'incertitude associée à cette mesure. Encore une fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, une table n'a qu'une seule longueur. Mais la mesure, c'est une façon d'approcher cette longueur, et que d'une mesure à une autre, nous allons avoir des différences et être conscient du fait que nous avons des incertitudes qui peuvent être dues à plusieurs raisons. D'abord, à l'instrument de mesure. Utiliser un instrument qui est assez précis
va réduire au maximum ces incertitudes, aussi à la façon de lire cet instrument. Donc finalement, il y a des incertitudes qui font que les mesures vont varier d'une à l'autre et de ce fait, une seule mesure n'est pas suffisante pour dire que ceci, c'est la valeur de la mesure. En général, on va répéter cette mesure plusieurs fois et espérer qu'en répétant ces mesures, on va, dans certaines, surestimer la longueur et dans d'autres, sous-estimer la longueur, mais en les regroupant dans une moyenne, par exemple, on peut éliminer cet effet de sous-estimation et de surestimation et arriver à une valeur qui approche le mieux la longueur qui nous est inconnue. Ceci fera aussi l'objet d'un chapitre ou deux qui viendront plus tard. Alors, dans le premier cas, comme dans le deuxième, l'effet du médicament sur un patient et la valeur d'une mesure sont imprévisibles et varient de manière aléatoire. Alors, ce terme aléatoire est très important ici parce que si je fais une mesure, bien que je sais ce que j'ai obtenu, je sais d'avance que la deuxième mesure ne sera pas la même, mais je ne peux pas la prévoir. Elle est imprévisible et les raisons pour lesquelles cette valeur serait différente de la première sont aléatoires. Ça veut dire que je ne peux pas les contrôler, mais ils varient au hasard. Pour l'exemple du patient, l'effet du médicament d'un patient à l'autre varie d'abord pour des raisons qu'on peut considérer de structurelles, parce que un patient qui a un certain degré de maladie ne réagira pas de la même façon qu'un patient qui a un degré moindre ou même plus aggravé. Et l'autre raison de variabilité, c'est que d'un patient à l'autre, même en ayant une situation comparable de point de vue et gravité de la maladie, ils ne sont pas obligés de réagir de la même façon à cette maladie, ce qui fait que les données que nous allons obtenir varient d'un patient à l'autre pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors, ayant mis l'accent sur cette variabilité, c'est la nature de cette variabilité qu'on doit chercher à comprendre pour tirer des conclusions ou prendre des décisions sur la base de données. Donc, si je reviens à l'exemple de la population où il y a une proportion de malades qui m'est inconnue et que je veux approcher à travers un groupe d'individus, je sais que si je refais la même expérience avec un autre groupe, quand on a le même nombre d'individus, je n'obtiendrai pas nécessairement la même proportion. Et c'est ça la variabilité dont je suis en train de parler. Donc, du fait que nous allons avoir des valeurs différentes d'un groupe à l'autre, notre but, c'est d'essayer de comprendre les raisons et de maîtriser cette variabilité pour pouvoir utiliser ce groupe ou un groupe plus grand, comme on va le voir plus tard, pour arriver, si vous voulez, à dire que la proportion des malades dans la population est à peu près la proportion qu'on a vue dans le sous-groupe des individus qui a servi dans cette expérience. Alors, on verra aussi dans la suite que plus le nombre de données est grand, plus on a d'informations sur les lois qui régissent la variabilité de ces données. Bon, il est clair que dans l'exemple de la population avec une proportion de malades qui nous est inconnue, si la population est de 30 millions d'habitants, je ne crois pas qu'on serait en mesure de déterminer le vrai rapport des malades dans la population à partir de 15 personnes. Donc, il faut essayer d'élargir au maximum ce groupe pour qu'il y ait une certaine représentativité qui va permettre, bien évidemment, toujours avec une erreur, de tendre cette conclusion de l'échantillon ou du groupe à la population. Donc, finalement, la variabilité, c'est quelque chose qui est aléatoire et notre but, c'est d'essayer de la maîtriser, mais pour la maîtriser,
il faudrait, si vous voulez, prendre davantage d'observations. Et d'après ce que je viens de dire, il est évident que plus le nombre d'individus est grand, plus la conclusion est fiable. Mais il ne faut pas quand même exagérer. Nous n'allons pas agrandir le sous-groupe jusqu'à atteindre la population. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de faire des statistiques. Les statistiques, c'est d'essayer d'avoir une image précise sur toute une population à partir d'un sous-groupe de la population. Donc le sous-groupe important, oui, mais très très grand, ce n'est plus intéressant parce que finalement, ça ne vaut plus le coup. Il vaut mieux faire un recensement. On peut donc dire que la statistique est en quelque sorte l'art de tirer des conclusions ou de prendre des décisions en face de l'incertitude. Donc, nous avions déjà vu dans ces chapitres les choses essentielles sur lesquelles nous allons baser ce cours et j'espère qu'à travers ces éléments, on voit un petit peu où l'on va. Et donc, pour la première chose que nous avions vue, nous avions distingué entre statistiques au pluriel et statistiques au singulier. Nous avions essayé, dans la mesure du possible, de montrer que les statistiques au pluriel, c'est tout simplement une série de données. Je ne dirais pas qu'ils ont été collectés de manière incorrecte, mais il n'est pas suffisant, tout simplement, de se baser sur ces séries de données pour arriver à tirer des conclusions. Ce n'est pas par un manque de moyens statistiques, mais pour des raisons autres que les traitements mathématiques, comme je l'avais expliqué pour le cas de la salade et du cancer. Il faut aller au-delà de l'analyse mathématique pour trouver des relations éventuelles de cause à effet entre des éléments qui constituent la salade et le cancer. À côté de ça, nous avions défini statistique au singulier, qui, je rappelle, l'ensemble des méthodes mathématiques qui permettent de collecter des données, analyser des données et tirer des conclusions à partir de cette analyse. Je crois qu'en général, on oublie la première étape qui est la collecte des données et qui ne peut pas se faire n'importe comment. Il arrive très souvent qu'on collecte des données de manière très mauvaise et qu'on est obligé de refaire toute l'expérience parce qu'il n'y avait pas une planification pour cette collecte des données. Une fois ces données collectées, on va passer à les analyser. Et donc, à travers les différents chapitres, nous allons développer différents moyens pour faire cette analyse, bien évidemment, dans la mesure du possible. L'analyse étant faite, il faut arriver à prendre des conclusions. Il faut aussi être conscient qu'en prenant ces conclusions, nous commettons des erreurs. Et il faut être en mesure d'évaluer ces erreurs pour qu'on puisse dire que nous arrivons à telle ou telle conclusion de manière fiable, peu fiable ou pas du tout fiable. La deuxième partie, qui est basée essentiellement sur la différence entre les données. Nous avions parlé de données numériques et nous les avions partagées en deux sous-groupes. Les données numériques discrètes et les données numériques continues. Mais ces deux types de données sont opposés à un troisième type qui est celui des données catégoriques, où les données ne sont pas des nombres, mais c'est plutôt des catégories. Et je n'ai pas arrêté de donner des exemples. Mais nous avions aussi montré que ces données, bien que catégoriques, on peut les ramener à devenir numériques à travers un codage. Mais là, j'attire l'attention sur le fait que ces valeurs qu'on a attribuées à ces données catégoriques n'ont pas une signification autre que d'être capable de reconnaître que ce chiffre-là signifie qu'on a telle ou telle catégorie. À partir de cette distinction entre différents types de données, nous avions vu la variabilité des données. Et c'est l'essentiel, parce que sans cette variabilité, nous n'avons pas besoin de faire appel aux statistiques.
Pour l'exemple de la population et de la proportion des malades, nous pouvons essayer d'approcher cette proportion à travers un sous-groupe d'individus. Et dans ce sous-groupe, nous pouvons avoir une certaine proportion. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser cette proportion pour dire que c'est à peu près la proportion de la population? C'est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que si nous répétons la même chose avec un autre groupe, on n'obtiendra pas nécessairement la même chose. Et donc, c'est cette variabilité qui nous pose problème, et c'est cette variabilité qu'il faut cerner, qu'il faut maîtriser pour pouvoir tirer des conclusions plus ou moins fiables, comme je l'ai déjà dit. Bien évidemment, cette variabilité, pour arriver à la maîtriser, nous avons besoin d'augmenter un petit peu le nombre d'individus dans le groupe, ce qui est évident. Et donc, si nous augmentons le nombre d'individus dans le groupe de manière raisonnable, il ne faut pas exagérer comme je l'avais dit avant, ce n'est pas la peine d'aller vers la moitié de la population ou 90% de la population parce que l'étude statistique n'est plus intéressante. Dans ce cas-là, comme nous allons le voir, on arrive à maîtriser cette variabilité. Ça veut dire qu'on a peu de variabilité d'un groupe à l'autre. Et donc, les proportions qu'on a sont plus ou moins fiables pour qu'on puisse les utiliser pour apprécier la proportion qui nous est inconnue. Il n'y a pas que ça. Nous pouvons nous intéresser, par exemple, à vérifier qu'une pièce de monnaie est équilibrée. Et alors, pour vérifier ceci, on peut la lancer une fois, mais une fois lancée, on obtiendra soit pile, soit face. Mais le fait qu'on obtient pile en une seule fois, ça ne veut pas dire que la pièce est déséquilibrée. Pour qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle tombe sur le côté. Mais en lançant même 10 fois, on n'obtiendra pas nécessairement 5 fois pile et 5 fois face. Donc, ce rapport-là, tant qu'on a peu d'observations, ne reflète pas le fait qu'on a autant de chances d'avoir pile que d'avoir face, mais on espère avoir un rapport qui reflète ceci quand le nombre de lancers devient de plus en plus important. Donc, tout ceci, c'est des choses que nous allons développer au fur et à mesure dans ce cours, mais en se donnant les moyens et les instruments mathématiques pour le faire. Pour finir, je vous rappelle que pour tout exercice, éclaircissement ou question, de contacter le site web Nutuno, et pour cela, il suffit de cliquer sur Mednetu. Merci.